Bonjour et bienvenue à la série Apprendre ensemble, refuge d'urgence et centre d'intervention en toxicomanie. Nous sommes heureux d'offrir une interprétation simultanée en français pour cette séance. Si vous souhaitez entendre la voix de l'interprète, veuillez sélectionner Français sur le menu d'interprétation en bas de votre écran Zoom. Cette séance est enregistrée. Pour demander de l'assistance pendant ce webinaire, vous pouvez rejoindre une de nos productrices dans la boîte de clavardage. Je m'appelle Lindsay Yarrow et en tant que responsable principal de l'amélioration pour ce programme, je suis très heureuse de participer à ce webinaire à titre de co-animatrice. Je commence par reconnaître que nous nous réunissons sur un territoire habité par les peuples autochtones depuis la nuit des temps. Je me trouve à Kingston, Ontario, qui est le territoire traditionnel et non cédé des peuples Haudenosaunee et Anishinaabe. Nous reconnaissons et nous apprécions profondément leur lien historique avec ce lieu et la possibilité qui nous est donnée de nous réunir ici aujourd'hui. Chez Excellence en Santé Canada, nous poursuivons notre parcours d'apprentissage et notre engagement à soutenir l'amélioration avec et pour toutes les Canadiennes et tous les Canadiens. Excellence en Santé Canada est une organisation qui se concentre sur l'amélioration de la santé avec et pour tout le monde au Canada. Créée en mars 2021, par la fusion de l'Institut canadien pour la sécurité des patients et de la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé, Excellence en Santé Canada dispose d'une capacité accrue pour soutenir ses partenaires afin de transformer des innovations éprouvées en amélioration généralisée et durable à la sécurité des patients et de toutes les dimensions de l'excellence en santé. Nous croyons qu'en établissant des passerelles entre les gens, nous pouvons réaliser les meilleurs soins de santé au monde. Excellence en Santé Canada est une organisation à but non lucratif indépendante financée essentiellement par Santé Canada. Nous sommes très heureux de partager ce programme en partenariat avec le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances et le BC Patient Safety and Quality Council. Je suis en compagnie de mon co-animateur Ryan McCarthy du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances. Ryan, à vous. Merci Lindsay et bonjour tout le monde. Je m'appelle Ryan McCarthy et je suis directeur mobilisation des connaissances au Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances. Et je suis heureux de vous présenter notre conférencière, Ivy Bourgeault de l'Université d'Ottawa. Ivy, je vous donne la parole pour vous présenter. Merci, j'apprécie l'invitation qui m'est faite de prendre la parole. Je vous parle à différents titres. À titre de titulaire de la chaire de recherche de l'Université d'Ottawa sur le genre, la diversité et les professions. J'apprécie beaucoup la possibilité qui m'est donnée de vous parler d'un projet que nous avons réalisé sur la santé mentale en milieu de travail, ce qui est tout particulièrement pertinent, quoique nos milieux de travail aient changé considérablement pendant la pandémie. Ce projet spécifique a été entrepris en vue d'appliquer une optique intersectionnelle du sexe et du genre afin de créer une trousse d'outils qui est disponible en ligne et le processus par lequel nous avons créé un ensemble de vidéos pour accompagner ces outils. La prochaine diapositive décrit le contexte de la genèse du projet. Lorsque nous avons commencé nos travaux, les gens considéraient que s'ils adoptaient une approche neutre en fonction du genre, ce serait équitable pour tout le monde. Mais ce qui est égal n'est pas nécessairement équitable. Et si on adopte une approche neutre au plan du genre, on ne tient pas compte de certaines caractéristiques très importantes. Donc, tous les partenaires autour de la table, je vais les décrire dans un instant, se sont entendus pour dire que le milieu de travail, c'est là où nous passons de plus en plus la plus grande partie de notre temps, peut générer des facteurs propices à la santé mentale, collègues, soutiens sociaux, mais peut également être une source de stress et de difficultés psychologiques et de problèmes de santé. Donc, il s'agit d'une épée à deux tranchants. Quand on considère la santé mentale au travail ou en milieu de travail, ou ce que nous appelons la sécurité psychologique en milieu de travail, ces éléments sont très influencés par le sexe et le genre. Nous y reviendrons dans un instant. Le sexe étant un aspect biologique et le genre étant un aspect plutôt sociologique qui s'y superpose.
une citation qui m'est souvent attribuée. Selon moi, il n'y a pas deux choses qui sont plus influencées par le sexe que la santé mentale et le travail. En fait, je pense que la citation en français devrait dire par le genre et non le sexe. Donc, si vous adoptez une approche explicitement basée sur le sexe et le genre, et nous sommes allés plus loin en adoptant une approche intersectionnelle axée sur le sexe et le genre en matière de santé mentale au travail, nous avons estimé que cela nous permettait de tenir compte de certains facteurs très importants qui sont souvent ignorés. Donc, il faut reconnaître ce fait explicitement au niveau des gestionnaires et superviseurs, mais également au niveau des collègues et des superviseurs. Ceci afin de contribuer à créer une capacité permettant de nous entraider, de nous soutenir mutuellement en matière de santé mentale au travail en tenant compte de toutes ces influences superposées. La diapositive suivante évoque ce partenariat, le partenariat que nous avons établi avec Santé Canada et la SPC, comportait 5 ou 6, je crois qu'il s'en est ajouté un ou deux autres de plus, partenariats entre les instituts de recherche en santé du Canada, donc l'organisme subventionnaire, en particulier l'Institut sur le genre et la santé, d'une part, et d'autre part, Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada. Notre projet s'inscrit dans cette série. Nous nous sommes penchés sur la santé mentale en milieu de travail. C'est en partenariat avec nos collègues de Santé Canada que nous avons opté pour créer une trousse d'outils. À la conclusion de notre partenariat, nous avons choisi de créer une série de vidéos également. Et le but de ces partenariats consistait à intégrer une expertise en matière de sexe et de genre au sein du gouvernement de Santé Canada et de la SPC afin de développer une expertise en matière de santé mentale en milieu de travail et de développement des capacités. Donc, cet outil multisectionnel que nous avons créé est désormais accessible en ligne, en anglais. Nos partenaires de Santé Canada et de la SPC ont traduit cet outil en français, mais une version antérieure. L'outil a été mis à jour et une version française de l'outil mise à jour sera disponible sur notre site web. Nous avons également créé une série de vidéos dont presque toutes, à l'exception d'une seule, sont disponibles. Ces vidéos sont en anglais, mais sont en cours de sous-titrage en français. Un sous-titrage automatique est disponible, mais la qualité n'est pas suffisante, donc nous sommes en train de les faire sous-titrer avec une qualité appropriée. Voilà donc le contexte de notre partenariat. Donc, prenons un peu de recul. Qu'est-ce que nous entendons par la CSG? Nous avons parlé de la CSG+. La CSG+, tient compte du fait que dans le développement des partenariats entre avec Santé Canada et la SPC, le gouvernement fédéral a adopté une approche comparative fondée sur le genre, mais nous avons choisi de continuer de tenir compte du sexe, car les aspects biologiques ont un aspect, des conséquences importantes au niveau de la santé au travail. Nous n'avons pas voulu perdre l'intersection du sexe et du genre, mais nous avons voulu également marquer que nous allons au-delà du sexe et du genre. Nous voulons tenir compte de tout l'élément intersectionnel fondé sur sur la théorie de Crenshaw qui se penche sur l'intersection du genre et de la race. Nous avons voulu tenir compte de l'intersection du sexe et du genre ainsi que de plusieurs autres éléments, la sexualité, la racialisation, l'identité autochtone, la présence ou l'absence de handicap. Ce graphique a été créé postérieurement dans notre travail. Il est disponible sur le site web de l'Institut
sur le sexe et le genre des ICRS, mais nous avons voulu nous concentrer sur l'équité en matière d'emploi ainsi que l'orientation. Donc, nous avons voulu clarifier l'analyse comparative fondée sur le sexe et le genre plus consiste à appliquer des questions essentielles pour découvrir les similitudes et les différences dans les expériences de différents groupes d'identités. Mais il ne s'agit pas d'une simple comparaison, il s'agit de comprendre l'intersection de toutes les identités que nous avons et leur impact sur le bien-être en milieu de travail. Alors donc, l'analyse ACSG+, dépasse les identités uniques pour inclure des intersections identitaires. Donc, je voulais souligner cela parce que ce qui était très intéressant, c'est que lorsque nous avons collaboré avec nos partenaires, nous avons constaté une absence de clarté. Ces termes étaient utilisés, donc nous avons voulu établir un glossaire. Donc, nous avons décidé de rechercher la manière de développer cet outil que nous voulions baser, enraciné dans la littérature. Donc, notre première source d'information a consisté en une analyse documentaire. Il ne s'agissait pas d'une analyse systématique, mais d'une analyse très ciblée de la littérature visant à établir des ressources afin d'aider chacun à comprendre et à appliquer la CSG+. Nous avons constaté des enjeux et des tendances liés à la CSG+, en matière de santé mentale et de bien-être au travail. Quoique nous avons découvert d'importantes lacunes dans la littérature, nous avons mis au jour des différences importantes liées au genre en matière d'équilibre au travail-famille, des effets des facteurs de stress, les effets de différents facteurs de stress sur des populations présentant des identités de genre différentes, intimidation, harcèlement, par exemple. Donc, nous avons voulu distinguer, faire ressortir ces éléments de sorte que lorsque j'avance qu'il n'y a pas de choses qui ont plus d'influence sur la santé au milieu de travail que le sexe et le genre, nous pouvons décliner les manières dont ce principe s'applique. Notre deuxième source d'information a consisté en une série d'entrevues. Nous voulions créer une trousse à outils qui serait destinée à être utilisée. Nous voulions donc comprendre les utilisateurs de la trousse à outils, leur point de départ et leur destination. Et nous voulions savoir quelle approche nous pouvions utiliser pour leur permettre de parvenir du point A au point B. À l'origine, avec nos partenaires, nous avions envisagé une recherche documentaire. Nous nous sommes demandé, est-ce qu'une revue documentaire sera utile? Est-ce que les gens vont vraiment en prendre connaissance? Pourquoi ne pas réunir des informations de niveau général et quiconque souhaiterait approfondir cette information pourrait recevoir des hyperliens permettant d'accéder à des ressources de grande qualité. J'ai travaillé avec une équipe merveilleuse de chercheurs qui savaient identifier les ressources de haute qualité. Donc, nous avons mené des entrevues avec des cadres supérieurs pour obtenir de l'information sur la manière dont tout cela allait être adopté, concrétisé sur les facteurs facilitateurs en matière de politique et les obstacles éventuels au transfert des connaissances. Donc, nous avons mené ces entrevues avec des cadres supérieurs afin de comprendre quelles étaient les lacunes dans leur compréhension des données quantitatives, donc ventilées selon le sexe en matière de santé mentale et en milieu de travail, et de leur demander des idées sur la manière d'influencer la diffusion, l'adoption et la mise en œuvre du matériel que nous produisions dans cette trousse à outils. Il s'agissait d'une forme d'échange de connaissances. Donc, notre cadre a été le modèle de la connaissance à l'action. La troisième source d'information a consisté à rejoindre des utilisateurs supplémentaires, pas seulement les cadres supérieurs, mais ceux qui étaient donc les employés, leurs collègues et les gestionnaires. Nous avons organisé des groupes de discussion avec des employés de Santé Canada et de la SPC
à différents endroits, pas simplement à Ottawa, dans la RCN, mais à différents endroits dispersés dans le pays. Ces discussions ont eu lieu avant la pandémie, mais nous avons utilisé des ressources de rencontres à distance comme Zoom. Nous voulions comprendre quels étaient leurs degrés de connaissance. Et nous avons constaté, d'après ces conversations, quand nous avions un projet de trousse à outils, nous nous sommes dit, nous allons devoir repartir à zéro pour certains éléments. Donc, il était toujours important de mettre à l'épreuve les connaissances, les méthodes, les outils de transmission des connaissances afin de les affiner, de les améliorer. Donc, les participants des groupes de travail ont déclaré qu'ils éprouvaient des difficultés à établir des liens entre le sexe et la santé mentale, le sexe et le genre et la santé mentale au milieu de travail. Ils ont suggéré des moyens de remédier au manque de connaissances. Par exemple, comment aborder quelqu'un, à quel niveau? Encore une fois, nous avions de multiples niveaux. Nous travaillions avec des personnes qui avaient des connaissances très limitées et des personnes qui avaient des connaissances plus approfondies. Donc, il était très important de savoir rejoindre notre public. Les participants ont suggéré de mieux offrir du soutien au milieu de travail pour la santé mentale et le stress et ont confirmé, d'après nos conversations avec nos parties prenantes, que les gestionnaires et superviseurs constituent un auditoire particulièrement important et que les outils devraient cibler les gestionnaires, c'est-à-dire que les employés, collègues, même pouvaient, bien sûr, envisager ces éléments, mais qu'il était très important que cette trousse à outils cibla les gestionnaires. Donc, voilà les sources de données que nous avons exploitées en vue de créer cette trousse à outils. Alors, la diapositive suivante propose un bref survol de la trousse à outils ASCSG+, pour la santé mentale en milieu de travail. Rappelez-vous quand même si nous avons élaboré cette trousse à outils auprès d'un groupe de fonctionnaires et qu'il est destiné à ceux-ci. Lorsque nous avons tourné les vidéos, nous avons voulu qu'elles fussent accessibles à des employés dans divers milieux de travail. Alors, à quoi ressemble cette trousse à outils? Il s'agit de fiches textuelles et maintenant vidéo qui contiennent des sections sur des sujets précis liés à la santé mentale et au bien-être psychologique, avec des considérations explicites pour les hommes, les femmes et des personnes ayant des identités de genre diverses. Donc, nous voulions vraiment aller au-delà d'une analyse binaire. Elle est conçue, cette trousse, pour offrir un soutien aux services, aux gestionnaires, aux employés et à leurs familles. Il y a également des services conçus pour aider les employés. Donc, l'un des autres éléments de notre partenariat consistait à travailler avec un programme d'assistance aux employés. Il était important que lorsqu'on demande une assistance professionnelle, par le biais de conseillers, que ces derniers renforcent cette analyse parce qu'il y a un niveau très faible de reconnaissance de l'impact du sexe et du genre sur la santé mentale. Nous avons achevé la trousse à outils en février de l'an dernier. La pandémie est survenue, bien sûr, tandis que nous réfléchissions à la mise au point de vidéos parce que nous nous sommes dit que certaines personnes ne sont pas rompues au maniement du texte. Et puis, dans la fonction publique, on gère beaucoup de documents, on travaille volontiers avec le texte, mais nous nous sommes dit que pour certaines personnes, et encore une fois, en vue de rendre ces outils accessibles hors de la fonction publique, nous avons décidé d'adopter un format vidéo. Ce faisant, nous nous sommes dit qu'il fallait inclure, au moins à l'origine, donc l'impact de la pandémie de COVID. Donc, nos trousses à outils sont mises à jour à compter de la fin du mois d'août de l'an dernier, en ce qui concerne la littérature. Nous n'avons pas de section explicite sur la COVID, mais nous avons commencé à identifier ce qui se produisait. Voici une présentation visuelle des différents éléments de la trousse d'outils. Donc, il y a un survol, une vidéo de survol, qui expose les raisons pour lesquelles il faut adopter une approche ACSG+, en matière de santé mentale en milieu de travail.
Ensuite, nous décrivons ce qu'est une optique à CSG+, et nous surajoutons la notion d'intersectionnalité. Ensuite, nous parlons, mais à un niveau général, du sexe, du genre et de la santé mentale en milieu de travail. Et puis, dans le cadre de ce survol, nous proposons un glossaire avec des définitions présentant toutes des hyperliens avec les sources originales. Et nous avons des références et ressources supplémentaires pour les personnes qui souhaiteraient en savoir davantage. Donc, encore une fois, nous tâchons de tenir compte de ceux qui veulent simplement lire rapidement et ceux qui veulent approfondir. Et puis, en partenariat avec vos collègues de Santé Canada et de la CSP, nous avons identifié ces 5 domaines thématiques qui justifiaient d'être approfondis. Nous avons commencé par le stress et la santé mentale au milieu de travail. Ensuite, nous sommes intéressés à l'équilibre travail-famille, à la discrimination, à la diversité et aux préjugés en milieu de travail, puis au harcèlement et à l'intimidation, et enfin, à la stigmatisation, à la divulgation, donc divulgation des problèmes de santé mentale en milieu de travail, et à la recherche d'aide. Donc, les 5 diapositives suivantes vous offrent un survol rapide de chacun de ces éléments, en commençant par le stress et la santé mentale en milieu de travail. Notre groupe de travail a identifié le type d'information qui leur paraîtrait particulièrement utile. Ceci a été transformé en section de la trousse d'outils. À l'origine, ça devait s'agir d'une trousse papier, sur papier format légal, qui serait inclus dans une trousse physique qui serait distribuée. Or, cela s'est transformé donc en outil en ligne. Donc, il nous a été difficile de nous en tenir à une page avec des caractères suffisamment gros. Donc, dans cette partie sur le stress et la santé mentale, nous avons évoqué le lien entre la santé mentale et le stress en milieu de travail, puis nous avons évoqué les facteurs de risque psychologiques en milieu de travail, encore une fois, et pour donc utiliser ce même langage, nous avons évoqué les expériences différentes en matière d'intersection au niveau de l'identité de genre, l'identité de sexe, de la racialisation, le fait de travailler avec un handicap. Et puis, nous avons reconnu qu'il s'agissait de certaines questions donc importantes, des questions qui comptaient plus. Voici donc quelques pratiques prometteuses. Donc, la trousse d'outils est basée sur les moyens d'agir, donc les pratiques fondées sur la CSG+, pour régler le stress en milieu de travail, prévenir les problèmes liés à l'impact de la pandémie. Non pas sur toutes, et puis nos collègues à SC et la SPC ont suggéré d'ajouter une vignette. Ces vignettes auraient pu être tirées des expériences de notre groupe de réflexion et des expériences donc en matière de santé et de bien-être en milieu de travail recueillies dans le cadre de notre regard. Voici un extrait. Nous nous sommes efforcés d'assurer que les vignettes fussent diverses. Dans la vidéo, nous avons veillé à ce que des voix différentes les exprimassent et que celles-ci fussent représentatives des personnes qui étaient mises en vedette dans les vignettes. Alors, tous ces codes QR vous permettent de parvenir à des vidéos spécifiques de la trousse d'outils. Donc, dans cet extrait, Annie Bish est une femme autochtone qui travaille au sein du gouvernement canadien. Elle a récemment remarqué que les attentes de sa gestionnaire étaient trop élevées quant à la réalisation de tâches chronophages des DLCR et ces attentes s'ajoutent à des commentaires de sa gestionnaire, il s'agit d'une erreur sur la diapositive, que sa gestionnaire trouve drôle, mais que Annie Bish trouve dénigrant ou insultant pour ses origines autochtones. Alors, voilà un élément de notre trousse d'outils. L'élément suivant porte sur l'équilibre travail-famille.
Je vais passer rapidement en revue certains de ces éléments. Donc, il y a une définition, quelques données canadiennes, ensuite des diverses expériences, des pratiques prometteuses, et puis une section sur la COVID. Et encore une fois, il s'agissait de la toute première vidéo que nous avons tournée. Cette vignette porte sur Samir, qui travaille au gouvernement du Canada. Beaucoup de pression est exercée sur son ministère, auquel on demande de réaliser rapidement des tâches complexes. Voici ce qui est représenté dans cette vidéo. Ensuite, la discrimination et les préjugés en milieu de travail. Encore une fois, nous avons des définitions clés. Tous ces éléments sont inclus dans la diversité. Ensuite, les diverses expériences. Et ici, nous avons voulu nous assurer qu'il ne s'agissait pas uniquement de la discrimination en soi, laquelle est certes problématique, mais de mettre en lumière le lien entre la discrimination et la santé mentale. Alors donc, nous avons voulu franchir ce pas supplémentaire dans cette trousse à outils. Ensuite, des pratiques prometteuses. Dans bien des cas, nous avons tenu compte des mesures législatives que nous devons respecter, il faut informer. Donc, les personnes intéressées par ces mesures législatives. Et puis également au niveau local, à Ottawa. Et il y a également les exemples internationaux, dans bien des cas avec des hyperliens. Avec l'ajout d'une section sur la COVID. Notre vignette porte sur Jada, une femme bisexuelle noire qui travaille comme scientifique dans un laboratoire et les complexités qu'elle y vit. J'aurais dû mentionner qu'après chaque vignette, nous avons un cartouche de texte dans les trousses d'outils, une section dans la vidéo où des gestionnaires réfléchissent à la vignette, à ces circonstances et des éléments qui sont acquis dans la trousse à outils, donc peuvent être pris en considération selon certaines des options qui sont proposées. Voici donc pour la discrimination et les préjugés. Ensuite, harcèlement et intimidation. Donc, vous allez sans doute voir qu'il y a un chevauchement entre tous ces éléments, mais nous voulions nous assurer de tenir compte de ressources distinctes dans la trousse d'outils pour chacun des éléments. Donc, encore une fois, définition de harcèlement et d'intimidation au milieu de travail, l'impact, la manière dont cette intimidation et le harcèlement sont vécus d'un groupe à l'autre, et encore une fois, le lien avec la santé mentale. Donc, les pratiques prometteuses qui sont fondées sur une approche ACSG intersectionnelle et la manière dont cela est vécu dans le cadre de la pandémie. Encore une vignette pour le harcèlement et l'intimidation. Je voulais également préciser qu'en créant les vidéos, nous nous sommes efforcés parce que les vidéos comportent des photos et des segments vidéo proprement dit. Nous voulions que cela reflète le contenu des expériences. Nous voulons que cela fût représentatif. Et nous avons également un volet de tableau blanc, ce qui est assez difficile parce que l'été dernier, quand nous réalisions les vidéos, le programme Doodle était assez blanc. Il n'y avait pas beaucoup de diversité. Donc, nous avons dû incorporer beaucoup d'images différentes dans le programme. Vous le remarquerez. Il ne s'agit pas exclusivement de représentation sur tableau blanc. Donc, cette image reprend certains éléments qui reflètent le contenu de la trousse d'outils. Et puis, le cinquième et dernier volet, la stigmatisation, la divulgation et la recherche d'aide. Nous n'avons pas encore réalisé la vidéo, elle paraîtra bientôt. Il y a un format semblable. Qu'entend-on par stigmatisation, divulgation et recherche d'aide? Et puis ensuite, il y a ces trois éléments superposés, surajoutés. Nous voulions nous intéresser explicitement aux employés transgenres. Nous avons donc créé une case de texte différente parce que la vignette que nous utilisions, la vignette initiale que nous avons réalisée,
puisque nous n'avions pas beaucoup d'apports de la part de personnes ayant des antécédents transgenres dans chaque groupe de réflexion, la vignette originale était particulièrement problématique. Avant d'investir des ressources dans la réalisation d'une vidéo, je voulais m'assurer que nous consultassions des personnes intéressées. Nous l'avons également fait avec la vignette d'Anna Biche. Nous avons voulu nous assurer de présenter ces vignettes de façon réellement authentique pour une personne autochtone et d'utiliser des termes qui fussent considérés appropriés. Donc, parfois, il a fallu réaliser des adaptations au niveau de la sécurité et des vérifications au niveau de la sécurité culturelle. Nous avons complètement refait la vignette de ce 5e volet à cause d'un lien que nous avons établi en équipe. Ce qui s'est produit, c'est que plusieurs personnes transgenres nous ont expliqué que la vignette était problématique. Nous l'avons donc réécrite, nous la leur avons soumise. Ils nous ont dit qu'ils en étaient satisfaits et nous avons demandé à quelqu'un qui ne s'appelait pas Valérie, mais c'est un pseudonyme qu'elle a choisi, qui a réalisé donc la voix hors champ. Valérie est une femme transgenre qui travaille dans un service des politiques du gouvernement fédéral. Il y a quelques années, elle a décidé d'affirmer son identité de genre en faisant la transition. Même la façon dont elle nous l'a expliqué, c'est qu'elle se sent à l'aise quant à sa décision. Ce n'est pas ça qui fait un stress. Ce qui cause un stress, c'est la réaction de tout le monde. Les gens qui se sentent mal à l'aise et qui se livrent à des micro-agressions, emploient des termes inappropriés. Mais il était très important de dire que les préoccupations à la santé mentale étaient reliées à la réaction et non pas à la transition étant un élément très positif. Donc, j'ai vraiment hâte que cette vidéo puisse paraître et de recevoir une rétroaction. Voilà les 5 éléments de la trousse d'outils. Donc, quelques grandes leçons que nous avons retenues dans le cadre de ce processus, car nous en avons retenu beaucoup. D'abord, nous ne pouvons pas supposer que les gens savent ce que vous savez en matière de sexe et de genre. Cela peut sembler simple, mais vous demandez aux gens de se débarrasser de plusieurs années de socialisation dans un système axé sur le sexe et le genre. Et puis quand on surimpose la racialisation, la colonisation, ça fait beaucoup d'éléments à décortiquer. Donc cette trousse à outils représente un pas de plus dans le cadre de ce processus. Une approche basée sur une trousse à outils peut permettre de développer la capacité pour mieux gérer la santé mentale, pour reconnaître donc l'approche axée sur le sexe et le genre. Nous espérons que les employés seront mieux outils pour établir et maintenir un milieu de travail respectueux et inclusif. Nous voulons passer de l'équité et de la diversité à l'inclusion. Enfin, un compte-rendu de la conception, de l'élaboration et de l'utilisation de la trousse est un exemple de partenariat stratégique en matière de politique qui est peut-être utile pour appliquer. Il y a beaucoup d'éléments transférables dans ce que nous avons appris au-delà de ce thème spécifique de l'analyse axée sur le sexe et le genre en matière de bien-être au milieu de travail. Donc, cela s'inscrit dans notre travail de diffusion, de transfert de connaissances et j'espère que nous pourrons donc utiliser cela en matière de sensibilisation. Encore 2 diapositives. Tout d'abord, un témoignage au sujet plutôt de la docteure Cara Tannenbaum, qui est directrice scientifique de l'Institut de la santé des femmes et des hommes des IRSC, conseillère scientifique sur des Canada. Et j'apprécie beaucoup la façon dont elle déclare que présenter tous les employeurs doivent regarder ces vidéos pendant la pandémie de COVID-19. Elle déclare présenter d'un point de vue personnel et fondé sur l'identité, les séquences offrent des recommandations pratiques de réduction du stress pour les personnes des divers milieux culturels en utilisant des analyses fondées sur le sexe et le genre éclairées par les données probantes. J'ai appris des conseils que j'utilise déjà dans mon propre travail, ajoute-t-elle.
Donc, je vous remercie pour votre attention. Je suis très heureuse de participer à une discussion avec vous, d'entendre vos commentaires, répondre à vos questions. Encore une fois, voici un hyperlien qui mène à notre trousse d'outils, laquelle est en cours de traduction. Donc, nous faisons fond sur les traductions déjà réalisées d'une version préliminaire par Santé Canada et la SPC. Il s'agit de la version de février 2020 et nous allons également veiller à ce que le sous-titrage des vidéos soit de grande qualité. Merci beaucoup et je rends la parole à vos animateurs et animatrices. Merci beaucoup, professeur Bourgeot, de nous avoir parlé non seulement de votre trousse à outils, mais de la progression qui vous a mené à la réaliser. Nous allons à présent ouvrir une période de questions. Alors, n'hésitez pas à inclure vos commentaires, vos questions dans la boîte de dialogue. Si vous êtes plus à l'aise à communiquer avec un membre de votre équipe en tant qu'animateur, animatrice, nous serions très heureux de poser ces questions à la professeure Bourgeot. Donc, vous pouvez vous adresser à Jessica Hodge dans l'une ou l'autre langue officielle et elle transmettra vos questions à Brian et moi-même. Je vais donc vous donner quelques instants pour intervenir dans la boîte de dialogue. Brian, je vais peut-être commencer par vous donner la parole au cas où vous auriez des questions, des réflexions à formuler. J'ai été intéressé lorsque vous avez entamé ce travail, vous aviez des discussions, des entrevues avec des de cadres supérieurs. Est-ce qu'ils ont compris ou identifié le fait que l'analyse fondée sur le sexe et le genre représentait un élément important? Est-ce que vous avez dû obtenir leur adoption, leur approbation, ou est-ce qu'ils étaient déjà convaincus et qu'ils voulaient simplement identifier davantage de problèmes? Ça, c'est une question très importante. Je dirais que dans la plupart des cas, les personnes que nous avons interrogées étaient convaincues. Certains étaient même des champions. Et certains étaient un peu plus hésitants, mettons, parce que cela était un peu imposé hiérarchiquement. Il y aurait peut-être quelques problématiques qui remontaient de la base, du personnel de base, différentes initiatives qui étaient en cours, mais c'était essentiellement euh, quelque chose qui était inclus dans la lettre de mandat de chaque ministre qui comportait un énoncé sur l'incorporation de l'analyse fondée sur le sexe et le genre. Et puis cela s'est répercuté dans l'ensemble du système. Mais essentiellement, nous avons bénéficié donc de l'apport de collègues incroyables. C'est comme pour tout. Nous avons commencé, à l'origine, il devait s'agir d'un projet d'1 an, mais certains de nos partenaires étaient en avance, d'autres étaient un peu en retard lorsqu'il s'est agi de commencer. Il y a eu un certain retard au démarrage, donc notre projet a été prolongé, des réflexions supplémentaires, des fonds supplémentaires plutôt nous ont été fournis, ce qui nous a permis de prolonger notre programme. À l'origine, il y avait 2 filières différentes. Nous avons donc commencé à travailler dans une filière. Cette trousse à outils a découlé d'une deuxième filière. Donc, comme c'est toujours le cas dans les gouvernements et les organismes de santé au Canada, il y a un certain roulement du personnel. Dans certains cas, il faut commencer pas à zéro, mais il faut obtenir de nouveau l'aval de tout le monde. Mais nous voulions créer quelque chose qui dépasserait nos partenariats. Quelque chose qui, bon, nous avons opté pour mettre à jour ces éléments et nos partenaires au sein de Santé Canada de la SPC peuvent également mettre ces éléments à jour, et rendre ces éléments plus pertinents pour d'autres initiatives que nous réalisons. Nous leur avons dit, nous les avons tenus au courant des mises à jour que nous avons réalisées. Donc, je crois que c'est une bonne question. Nous avons eu un degré d'adoption fort élevé de certains cas. D'autres étaient plus hésitants. Pour les personnes qui étaient plus hésitantes, est-ce que vous avez entendu le groupe de travail ou selon votre expérience, savez-vous comment on peut soutenir ce processus de changement, de compréhension? J'ai regardé les vidéos, vous en parlez notamment de cette compréhension, des raisons pour lesquelles il est important pour les organisations de considérer cela. Pourriez-vous nous en dire plus? Oui, nous voulions proposer la trousse d'outils à l'origine et la vidéo
de manière à ce que cela devienne un impératif. Nous voulions que cela fût accessible et que cela fût réalisable. Parce que, et il faut également reconnaître que chacun se situe à un moment différent dans le parcours et chacun aborde ce parcours avec une identité différente. Donc, nous avons compris qu'il fallait que nous entreprenions tous ce travail. C'est intéressant aussi de voir que la santé mentale est une question quasi un tabou, mais on parle de la santé mentale davantage qu'autrefois, depuis 18 mois notamment. On en parle de plus depuis 18 mois qu'on en avait parlé depuis 18 ans auparavant. Donc, nous levons les tabous. Évoquer donc le sexe, le genre, le sexisme, le racisme, ce sont des questions brûlantes. Nous voulions donc créer un sentiment de sécurité pour tout le monde, sachant que tout le monde a une identité différente à ce sujet. Et nous voulions donc que tout le monde puisse s'y intégrer de façon positive afin de donner. Bon, je ne veux pas donner une formule rapide et facile, mais parce que rien n'est facile et rapide, mais donner des éléments lesquels c'est important. Donc, la raison relative à la micro-action, par ignorance, c'est une absence de prise de conscience du fait que ces éléments, certains ces éléments sont inappropriés. Il y a des choses inappropriées à dire au niveau du sexe et du genre ou à l'égard des personnes autochtones. Il y avait tellement de termes qui sont tellement péjoratifs et qui ont une charge culturelle qu'ils en deviennent presque finalement banals et que nous voulions amener les gens à réfléchir à deux fois à ces termes, sachant que si l'on ne souhaite pas insulter, il convient donc de prendre garde aux termes que l'on utilise. Donc, donner des éléments concrets, ce qui nuit, ce qui fait mal et ce qui aide. Il y a une autre question qui se pose pour moi, tandis que nous attendons d'autres questions dans la boîte de dialogue, porte sur le partage du vécu. Les exemples contribuent beaucoup à mettre en lumière les questions que vous avez évoquées dans la trousse d'outils. Comment avez-vous convaincu les gens de partager le récit et comment vous voyez à ce qu'ils le fissent dans un contexte où ils puissent les partager en sécurité? Je dirais que la plupart des vignettes sont le résultat d'une compilation d'expériences. Dans certains cas, il s'agit d'une expérience partagée dans le contexte des groupes de réflexion. Tout le monde a signé un formulaire de consentement et nous avons dit que toutes les personnes pouvaient partager ce qu'elles seraient à l'aise de partager, que nous allions présenter certains aspects de leur témoignage. Nous ne savions pas que qu'aucun des récits ne fut identifiable. Il s'agit vraiment d'un composite de différentes histoires que nous avons partagées avec les groupes de travail et avec nos partenaires. Bon, en matière de santé mentale et de respect au milieu de travail, par exemple, qui doit intervenir. Le dernier récit qui nous a été partagé, encore une fois, il ne s'agissait pas tellement de partager son histoire personnelle que ses réflexions sur la vignette que nous avions créée. Qui avait été créé, encore une fois, dans le cadre du même processus que le précédent, mais une fois plus, nous n'avions pas de personnes trans dans notre groupe de travail avec lesquels partager cela, ou s'ils étaient trans, ils ne se sont pas identifiés en tant que tels. Dans certains cas, il s'agissait de groupes virtuels. Mais donc, elle a partagé ses réflexions et a proposé des améliorations. Comme beaucoup de vignettes,
il s'agit d'une synthèse de plusieurs récits. Donc, nous ne voulions pas un récit d'une seule personne qu'il nous aurait fallu protéger, mais nous voulions inclure dans ces récits différents éléments qui mettraient en lumière ce que nous avions dit précédemment et les éléments qu'ils les éléments qui correspondraient à une action, des mesures à prendre par un gestionnaire, des éléments de réflexion qui les amèneraient à consulter la trousse à outils. Nous leur demandions donc de marquer une pause et de réfléchir. Alors, quoique bon nombre des vignettes ont été créées avec, en vue de nos partenaires, à l'intention de nos partenaires, des bureaux du gouvernement fédéral, je soupçonne que beaucoup de gens qui travaillent dans différents milieux pourraient s'y retrouver dans ces vignettes ou dans des éléments, pourraient y retrouver des éléments d'eux-mêmes dans ces vignettes. Et donc, il y avait des éléments, par exemple, dans la vignette, bon, je ne suis pas noir, bien sûr, mais l'élément de genre de certains des récits pour les femmes noires, les employés noirs, je peux les comprendre. Et cela est également fort utile. La possibilité pour vous de réagir à certains éléments du récit. Dans le cas de Valérie, la femme trans, je pouvais imaginer, on peut se mettre à la place, et c'est ce que nous voulions vraiment remettre en question. Donc, merci pour cette question. Une question nous est posée par notre auditoire. Avez-vous des conseils sur la création d'un lieu de travail psychologiquement sécurisé au niveau organisationnel? Ça, c'est une excellente question. Donc, la façon dont nous avons présenté ce travail à l'origine, c'était il y a un travail que des gens peuvent faire individuellement, en tant que collègue, en tant que gestionnaire. Il y a donc un savoir individuel que l'on peut acquérir. Il y a un travail avec l'équipe et la manière dont l'équipe peut créer de la santé psychologique et puis ensuite développer ça au niveau d'une organisation. Et puis ensuite, nous avons intégré cela dans un système social plus général. Par exemple, au niveau d'une société, nous évoquons davantage la santé mentale et l'utilisation des substances, la consommation des substances, et cela se produit à cause du travail comme celui de la Commission de la santé mentale, comme le Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances. Donc, il s'agit vraiment au niveau de la société de déstigmatiser afin de pouvoir reconnaître que c'est ce que nous vivons. Donc, l'organisation se situe à une interface très intéressante dans ce qui se passe au niveau de la société d'une part et ce qui se passe au niveau individuel d'autre part. Donc, l'organisation, le niveau organisationnel, c'est pourquoi nos entrevues avec les parties prenantes, et également au niveau des groupes de réflexion, ont suggéré de nous concentrer sur les gestionnaires qui jouent un rôle important, non seulement au sein d'une équipe, mais au sein d'une organisation, qui peuvent intégrer cela dans différentes structures au sein de l'organisation, afin qu'il ne s'agisse pas simplement d'un élément interpersonnel, mais que ce soit intégré dans le système. Donc, quand on parle, par exemple, d'un racisme systémique, d'un sexisme systémique, comment cela est-il intégré dans les systèmes organisationnels et comment peut-on réfléchir à une analyse intersectionnelle beaucoup plus affinée quand on travaille donc dans un cadre sexisme, anti-racisme. Donc, le travail au niveau organisationnel est très important au plan de l'intervention et nous espérons que des éléments de la trousse à outils puissent rendre cela possible. Mais il existe des correspondances et des affinités entre ces différents niveaux qui s'influencent réciproquement. Il y a une chose qui m'a frappé, ce sont les différences culturelles ou les différences entre les cultures au niveau de l'équilibre vie-travail. Il y a un collègue qui était qui avait dit qu'il subissait des pressions pour prendre soin de ses parents. Mais c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus généralisé que l'on ne l'a contextualisé jusqu'ici. Tout à fait. Reconnaissant que nous passons beaucoup de temps au travail, maintenant tout est devenu travail, nous
nous adaptions, nous tâchions de déterminer qu'est-ce que nous savons au niveau de l'équilibre travail-famille. Nous avons donc repris notre analyse et nous avons constaté que les gens sont beaucoup plus sensibles à ce que différents employés, différents collègues vivent, leur situation familiale. Est-ce que vous vivez seul? Et ça, cela représente un certain nombre de préoccupations. Est-ce que vous avez un partenaire? Est-ce que c'est un bon partenariat, une bonne union? Est-ce que vous avez une famille élargie? Tous ces éléments présentaient des conséquences au niveau de la pandémie et de sa diffusion, mais également des conséquences au niveau de ce que vous alliez prévoir. Et nous avons eu donc une révélation de la vie personnelle des personnes accidentelles. Ce n'était pas prévu, mais plus étendue que jamais. Nous voyons donc à quoi ressemble la vie intérieure des gens. On voit leurs enfants, leurs animaux familiers, leurs parents parfois, quelles que soient les circonstances. Et je crois qu'il y a davantage de reconnaissance du fait que, bon, de ce à quoi ressemble la vie à domicile, la vie privée des gens et l'impact de celle-ci sur leur travail. Donc, il y a davantage d'aménagement. Je crois que même si cet équilibre famille-travail a progressé, nous avons une reconnaissance plus étendue parce que nous avons eu depuis 6 mois une lucarne qui nous permet de nous rendre compte des circonstances particulières de chacun et que nous ne pouvons plus ignorer. Ce sera intéressant de voir comment nous pouvons nous adapter. C'était intéressant, après la première vague de la pandémie, de voir comment nous y étions adaptés, mais c'est devenu très, très intéressant. Nous avons le temps de poser une ultime question qui vous est arrivée et qui recoupe celle que Ryan vient de poser et à laquelle vous avez répondu. Quelles considérations doivent-elles être prises en compte dans le contexte virtuel en ce qui concerne la sécurité la santé et la sécurité psychologique en en situation de pandémie? Je crois qu'il y a plusieurs éléments dans tout cela. Je crois qu'individuellement, certains employés réussissent très bien. C'est un facteur de leur personnalité. Ils sont très concentrés, ils aiment travailler indépendamment. D'autres personnes ont vraiment besoin de travailler en compagnie d'autres personnes. Elles ont besoin de ces intrants, si vous voulez. Et que ce soit au niveau social ou au niveau de la créativité, comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes de façon créative? Et c'est beaucoup plus officiel. Il faut que nous trouvions un temps pour trouvions du temps pour nous rencontrer. Parfois, quand des gens interviennent sur Teams, on dit, oh, mais on n'a pas pris rendez-vous. Autrefois, les gens passaient se voir les uns les autres dans leur bureau. Donc, c'est intéressant. Comment est-ce qu'on crée cette flexibilité dans un environnement en ligne par rapport à ce que nous avions autrefois? Donc, je crois que cet environnement virtuel, bon, cela reste à voir. Nous n'avons pas déterminé exactement quel sera l'impact parce que nous sommes passés à un environnement virtuel dans le contexte d'une pandémie. Il s'agit de déterminer, bon, quel est l'impact de la pandémie, quels sont les stresseurs qui y sont reliés, les facteurs de stress, l'inquiétude à l'égard de contracter le COVID, mourir de la COVID, d'une part, et puis tous ces éléments qui s'y superposent lorsqu'il s'agit de travailler dans un environnement virtuel. Et ce, dans un contexte de changement très, très rapide. Mais typiquement, c'est ainsi que les changements se produisent. Ils se produisent de façon frappante et par bouffée, par vague. Donc, les environnements virtuels
vont certainement perdurer. Je crois que nous n'allons pas revenir à la façon dont nous travaillions auparavant. Il y a certains éléments que nous avons perdus, que nous voudrions regagner, mais je change même à des petites hypothèses que nous avons, par exemple, quand nous étudions donc l'intimidation au milieu de travail. On se dit, mais il n'y a plus d'intimidation au milieu de travail parce que les gens ne sont plus au bureau. Mais non, l'intimidation se transforme, fait sa mue. Pour en venir à ce que dit Marshall McLuhan, c'est le moyen de communication qui est le message. Si on change le moyen de communication, le même genre de harcèlement euh, persiste, mais sous une forme différente. Mais c'est un peu plus apparent parce qu'il laisse des traces. Mais je ne crois pas, je crois que nous n'avons pas vu la pleine étendue de cet impact. Et encore une fois, la prise en compte de l'évolution de la pandémie, de l'après-pandémie, nous avons beaucoup de chance de pouvoir justement y penser grâce à la vaccination. Merci beaucoup, Ivy. Notre prochain événement d'apprentissage est prévu le 15 juillet de 12h à 12h30, un caucus axé sur la réduction des méfaits et une ligne de prévention des surdoses qui soutient les personnes qui font usage de substances seules. Le prochain webinaire aura lieu le 27 juillet. Je remercie le professeur Avi Bourgeot pour sa présentation. Je le remercie d'avoir répondu à nos questions. Ne manquez pas de prendre quelques instants pour répondre aux questions qui apparaissent à votre écran. Je vais en donner lecture. J'en sais plus sur la trousse d'outils fondée sur le sexe et le genre à CSG+, qu'avant d'assister au webinaire. Depuis, tout à fait d'accord, fortement en désaccord. Dans l'ensemble, je suis satisfait de ma participation au webinaire. Encore une fois, tout à fait d'accord, fortement en désaccord. Et dernière question, je pourrais appliquer ce que j'ai appris au cours de ce webinaire dans le contexte de mon travail. Et encore une fois, tout à fait d'accord, fortement en désaccord. Veuillez cliquer sur soumettre. Merci encore à toutes et tous. Merci, professeur Bourgeot, et au revoir.